Geoffroy Roux de Bézieux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président du MEDEF. Que savez-vous, Geoffroy Roux de Bézieux? Un reconfinement est-il imminent? Que savez-vous? Jean-Jacques Boirin, je ne sais pas plus que vous. Pas plus que moi. Je lis le journal, j'écoute la radio, je regarde la télé, donc j'en sais pas plus et je découvrirai, comme vous, mercredi ou jeudi, les décisions du gouvernement. Vous n'êtes pas consulté? Le gouvernement ne vous a pas consulté? On est concerté sur d'éventuels scénarios. C'est pour ça que je dis je ne sais pas plus, et notamment comment trouver le bon équilibre entre le problème sanitaire, qui est la priorité du gouvernement, et ne pas détruire l'économie. Et c'est le débat qu'on a actuellement avec le gouvernement. Donc, reconfinement pour 3 semaines, pour 1 mois. D'abord, est-ce que c'est inévitable? Je ne sais pas, je sais pas vous répondre, et je ne veux pas aller sur le terrain de l'épidémie. Que demandez-vous? Oui, on est d'accord. Que demandez-vous au gouvernement? Non, je pense que le vrai débat, c'est comment faire pour que ce reconfinement possible ne soit pas un désastre supplémentaire pour l'économie qui est déjà très mal en point. On a appris, en fait, des reconfinements précédents. Et notamment, on a appris que dans certains endroits, par exemple les commerces, on pouvait rester ouvert sans provoquer de contamination. Et donc, ce qu'on demande, nous, c'est de trouver le bon équilibre. Ce bon équilibre, c'est de laisser les commerces ouverts. Tous les commerces, ne pas retomber... Tous les commerces. Vous demandez à ce que tous les commerces restent tout ouverts. Ne pas retomber dans, vous savez, ce débat un peu absurde sur non essentiel, essentiel qu'on a eu au mois de novembre. On peut imaginer des systèmes de rendez-vous, peut-être des horaires, trouver un moyen de faire que les gens s'étalent. Je suis pas sûr d'ailleurs que les couvre-feux de ce point de vue-là soient très bons. On souhaite que, si possible, les écoles restent ouvertes, pour les élèves d'abord, pour leur bien-être. Indispensable. Et puis parce qu'évidemment, si les écoles sont fermées, forcément, ça a un impact sur l'économie. Plus largement, il faut que ce confinement soit le plus court possible parce que l'économie française est en difficulté. Certains secteurs sont à l'agonie et que si on fait un 3e, un 4e, un 5e reconfinement, là, on sera vraiment dans une difficulté très forte. Indispensable de garder les établissements scolaires ouverts. Et la priorité, c'est le sanitaire. Il ne faut pas se tromper. Mais moi, je comprends de toutes les études qu'on a pu lire qu'on peut garder les écoles ouvertes tout en assurant la sécurité des profs, qui est importante. Et puis quand même, n'oublions pas que tous ces gamins qui n'iraient pas à l'école, c'est quand même du point de vue de leur savoir, de leur apprentissage, évidemment très très défavorable. Geoffroy Roux de Bézieux, ne faudrait-il pas reconfiner vite pour que l'économie française redémarre vite? Oui, mais si c'était le dernier confinement, si les scientifiques pouvaient nous dire on s'arrête 15 jours, mais après le vaccin arrive en masse, etc. Mais c'est pas le cas. On sait bien qu'on est dans une espèce de course contre la montre, que jusqu'à l'été, ça va être difficile. Donc je pense qu'il faut régler le confinement ou les mesures sanitaires au plus près de l'équilibre entre économie et santé. Vous avez vu que l'Espagne dit qu'elle n'a pas les moyens de reconfiner. Elle n'a pas les moyens économiques de reconfiner. Est-ce que la France a les moyens économiques de reconfiner? La France a les moyens de s'endetter. Il ne faut pas se tromper. Plus que l'Espagne. Plus que l'Espagne, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, on paye, entre guillemets, ce soutien aux salariés, soutien aux entreprises, soutien aux indépendants, par de la dette. La question, c'est est-ce qu'on aura la moyen de le rembourser on va y revenir, et est-ce qu'on sortira de cette période-là avec une croissance suffisante? Aménagement des horaires de travail dans les entreprises, c'est une solution? Oui, mais je crois qu'on est pas loin de l'optimum. Aujourd'hui, le télétravail est largement pratiqué. On peut peut-être aller encore un poil plus loin. Faut-il le rendre obligatoire? Mais il est obligatoire partout, c'est possible, comme en Allemagne. Mais c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui. Écoutez, je n'ai pas été vérifié derrière chaque PME, mais aujourd'hui, le protocole, c'est télétravail pour tous les postes télétravaillables avec la possibilité éventuellement 1 fois par semaine pour des salariés qui sont en difficulté psychologique de revenir. Et le problème aujourd'hui, c'est aussi la psychologie, les risques psychosociaux des Français en général, des étudiants, etc., mais aussi des salariés. Nous, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils sont plutôt en train de dire, alors ça, ne revenez pas, plutôt que revenez. Avec du soutien psychologique nécessaire dans beaucoup d'entreprises. Là où il y en a besoin, du soutien psychologique. Les gens qui sont isolés dans des conditions de télétravail pas optimales, ils en ont marre. Ils en ont marre, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Les tests, pourquoi pas réorganiser, par exemple, de grands événements en exigeant des tests PCR négatifs? Chacun y pense, même dans les entreprises. Moi, je crois, si vous voulez, qu'il faut essayer de réfléchir, non pas au monde d'après, mais au monde d'avec. C'est-à-dire, comment on fait pour vivre avec cette pandémie et retrouver, non pas une vie normale, mais en tout cas des événements. Et donc, par exemple, les tests PCR antigéniques qui ont un résultat en 1/4 d'heure, ça peut être utilisé, ou ça pourra être utilisé à l'entrée de certains événements, salons professionnels, concerts.
il y a un projet de test qui va être organisé en France de concert de 1000 personnes où on demanderait soit un certificat vaccinal, soit un test PCR à l'entrée, de façon à garantir une certaine sécurité. Je crois qu'il faut expérimenter pour toutes les activités qui sont interdites. Comment on fait ? Parce que si on n'expérimente pas, on va rester l'arme au pied pendant des années. Pour les entreprises aussi ? Alors non, pour les entreprises, pour travailler en entreprise, on ne va pas exiger un test PCR. D'abord, c'est illégal. Oui, c'est pour illégal. commencer, donc c'est une bonne raison de pas le faire. Mais au-delà de ça, je crois qu'on n'est pas dans ce contexte-là. Là, on parle d'endroits où il y aurait plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes. Salons professionnels, par exemple. Aujourd'hui, tous les salons professionnels sont arrêtés. Oui. Ça a un impact sur les entreprises du secteur, mais aussi sur tous les secteurs. Pourquoi pas organiser, je sais pas moi, le mondial de l'automobile qui est en novembre prochain, enfin qui devrait être en novembre prochain, avec à l'entrée un test PCR où je montre mon certificat de vaccination et je montre que j'ai été vacciné. Même chose pour entrer dans un stade. Alors le stade, on est un peu plus serré, oui, c'est un peu plus compliqué à organiser, mais pourquoi pas ? Il faut qu'on réfléchisse collectivement à comment faire redémarrer l'économie. Les personnes testées positives sont invitées à s'isoler. Aujourd'hui, c'est un engagement moral. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin que l'engagement moral ? Geoffroy Roux de Bézieux. Là, vous me posez une question qui n'est pas, de votre mais en tant que citoyen. Je peux répondre comme citoyen. Oui. Bon, moi, je suis plutôt quelqu'un qui met la liberté devant toute chose. Oui. Et donc, je voudrais faire confiance aux citoyens. Il y a un risque quand même à la fois d'infantilisation. Surtout avec les variants. Avec les variants. Oui, mais Jean-Jacques Bourdin, il y a un moment, la démocratie, c'est aussi, le prix de la démocratie, le prix de la liberté, c'est aussi la responsabilité. Et je voudrais pas qu'on rentre dans une forme de dictature. Vous savez, en Chine, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors oui, ils sont plus efficaces, mais il y a aussi des tas de travers qui en résultent. Est-ce que dans les entreprises, on ne portera plus de masques faits maison, de masques en tissu ? On attend les consignes du ministère du Travail et de la Santé, mais s'ils sont pas efficaces, oui, il faudra passer aux masques... pas en tissu, mais pas fait maison, des masques officiels. Des masques, oui. On est obligé de... Vous savez, moi, je suis pas devenu expert. Je ne suis pas devenu expert ni en épidémie, ni en médecine depuis un an. Donc, je suis les consignes du ministère de la Santé. Vous êtes modeste, oui. Bon, si je suis modeste, mais disons que j'apprends comme tout le monde, comme vous. Bon, oui, c'est vrai qu'on apprend tous les jours. Les aides. Parlons des aides. Parce que là, de nombreuses entreprises survivent grâce aux aides de l'État. C'est très clair. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a un pourcentage, est-ce qu'on sait combien d'entreprises aujourd'hui survivent ? Nous, on dit à peu près, il y a 80% de l'économie qui tourne à peu près correctement à moins 5% de son nominal. Vous avez 5% qui marchent très bien, avec des secteurs. Il y a 5% qui marchent très bien. C'est horrible à dire, mais alors est-ce que ceux qui, je m'arrête juste une petite parenthèse, ceux qui marchent très bien, les entreprises qui marchent très bien, ne devraient-elles pas un peu partager avec celles qui marchent pas du tout moins bien, qui sont les victimes de la crise ? C'est quasiment impossible à détourer comme ça. Mais je veux dire, le rayon des surgelés, je voyais ça ce matin, qui cartonne. Alors est-ce que vous allez taxer les entreprises du surgelé pour aider celles qui... C'est juste pas possible. Et puis vous avez à peu près 15%, pour répondre à votre question, qui est toute l'économie présentielle, c'est-à-dire touristes, restauration, stade, et puis tous leurs fournisseurs. J'étais avec le président du MEDEF de la Savoie, là, qui fait du café pour les restaurateurs, donc lui n'est pas fermé, mais évidemment il souffre. Donc il y a tous les périphériques, si vous voulez. Et ces gens-là, évidemment, ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent parce que, d'abord, les aides sont pas toujours suffisantes, notamment pour des boîtes de taille intermédiaire. Deuxièmement, le moral, évidemment, c'est très difficile de ne pas avoir d'horizon. Et c'est là où le quoi qu'il en coûte doit continuer. Par contre, nous, on est prêt à dire sur le reste de l'économie, il faut commencer à réfléchir, à être un peu moins élan, parce qu'on ne peut pas non plus dépenser l'argent qu'on n'a pas. C'est vrai qu'on a accepté, très concrètement, on a accepté la proposition qu'a faite Elisabeth Borne. À partir du 1er mars, le chômage partiel de droit commun, c'est-à-dire pas pour les secteurs fermés, le reste à charge pour les entreprises, que payent les entreprises, va augmenter à 40%. Alors évidemment, entre guillemets, ça fait mal, mais il faut un moment que... C'est d'ailleurs un peu la réponse à votre question. Les boîtes qui vont pas trop mal vont payer un peu plus pour on continue à être à 100% sur les restaurateurs, par exemple. Oui, sur les entreprises qui, c'est une forme de solidarité. Ne survivent que grâce aux aides de l'État. Et c'est normal, quand même, c'est l'État qui a fermé. Oui. Vous voyez, donc c'est pas illogique. C'est pas illogique. Les PGE, les prêts garantis par l'État, justement, si la crise continue, est-ce que ces prêts garantis par l'État devront être remboursés ? Parce que la question est posée aujourd'hui. Oui, un prêt, ça se rembourse, une dette, ça se rembourse. Sinon, la confiance, l'économie de marché, c'est l'économie de confiance, ça marchera pas. Simplement, il y aura quelques pourcents des entreprises qui ne pourront pas le faire. Qui ne pourront pas ? Alors j'ai vu que certains disaient 5%. Moi, je sais pas encore vous dire combien.
faudra trouver des solutions, soit un étalement plus long, soit une forme de subvention, mais c'est trop tôt pour le dire. Il faut faire pour les sauver, ces entreprises. Oui, enfin, victimes de la crise. Oui, il ne faut pas non plus tomber de l'autre côté, c'est-à-dire sauver des entreprises qui étaient de toute façon en difficulté. C'est là où l'exercice est difficile. Mais les banques ont joué le jeu, elles donnent une année supplémentaire de manière systématique à toutes les entreprises qui le demandent. Et donc, ça permet de se poser cette question importante, non pas là, maintenant, au mois de mars 2021, mais au mois de mars 2022. Et on peut espérer, alors vous allez me dire, est-ce que vous en êtes sûr? Non, mais on peut espérer qu'en mars 2022, avec le vaccin en masse, avec tous les progrès de la science, on sera dans une autre situation sanitaire et économique. La dette de la France se creuse inexorablement. Est-ce que ça vous inquiète? Là encore, il faudra la rembourser. Le gouvernement s'est engagé à la rembourser sans hausse d'impôts. Vous y croyez? Vous croyez que c'est tenable, franchement? Bon, d'abord, il faudra la rembourser. Oui. Je sais que certains hommes politiques disent non, on va faire autrement, mais la crédibilité de la France est en jeu, il faudra la rembourser. Après, la dette, ce qui compte, c'est pas le niveau en valeur absolue est important, mais c'est la capacité à rembourser. Donc c'est le taux de croissance et la capacité à créer de la richesse. Et là, il y a deux solutions. Soit on arrive à créer de la richesse collectivement et on pourra rembourser, soit effectivement c'est les impôts. Mais on sait qu'après une crise, augmenter les impôts, l'a fait en 2011, 2010, 2011, après la crise 2008-2009, ça augmente la récession et c'est la mauvaise solution. La vaccination, accélération, urgence de l'accélération de la vaccination. On sait, là je suis assez surpris, assez étonné de ne pas savoir pourquoi vraiment Pfizer, BioNTech et AstraZeneca tout à coup nous annoncent que moins de doses seront délivrées. Vous le savez ? Je sais pas pourquoi. Plus que... Vous savez pourquoi? Que je comprends. Si, j'ai où est la transparence quand même? Non, mais attendez. Un vaccin, en temps normal, c'est 7 ans. 7 ans de recherche, de production. Là, on a demandé aux entreprises privées, et elles l'ont fait avec beaucoup de talent et d'agilité, de faire tout ce cycle en 18 mois. Donc, qu'il y ait des problèmes de production, des mauvaises surprises, c'est pas absolument anormal. Peut-être ont-elles survendu leur capacité à produire. Ou elles ont essayé de faire... elles ont fait commercial. Vous savez, je ne sais pas. Non, mais je sais pas si c'est commercial. Non, demain, je recevrai Agnès Pannier-Runacher qui est en charge. Vous lui poserez la question. Mais au gouvernement, je lui poserai la question. Il y a des milliards de gens à vacciner. Les entreprises privées se mobilisent. Moi, ce que je souhaite, par contre, peut-être aussi le sens de votre question, c'est que on arrive à faire travailler ensemble toutes les entreprises pharmaceutiques, même celles qui n'ont pas forcément un vaccin. Ça devient un peu une cause mondiale. Mais Sanofi est prêt, j'en ai parlé avec le président de Sanofi en France. Alors, ça se fait pas en 3 semaines, c'est du vaccin, c'est pas comme les masques, on peut pas passer. Mais oui, à mettre ces usines à disposition. Je pense que là, il y a une idée de mobilisation collective, parce qu'on voit bien qu'on a une course contre la montre, entre le vaccin... Vous appelez à une mobilisation collective de toutes les entreprises pharmaceutiques européennes et même du monde. Mondiale, ça va être une cause mondiale. De toute façon, c'est pas parce qu'on vaccine les Français qu'on aura éradiqué la pandémie. Donc, il faut qu'on soit mobilisés globalement, et faisons pas de procès d'intention à Pfizer ou à Moderna s'ils sont un peu en retard sur quelques semaines, ou AstraZeneca si ils sont en retard sur quelques semaines. Est-ce qu'il faut continuer à donner la priorité aux personnes âgées, aux personnes les plus fragiles dans la vaccination? Ça vous ennuie que je vous réponde je sais pas une deuxième fois? Non mais allez-y. C'est un problème de citoyen, d'éthique. Est-ce qu'il faut être efficace? Est-ce que sauver une personne âgée qui a quelques années à vivre, ça vaut le prix du vaccin? Moi, en tant que citoyen, j'ai envie de dire oui. Mais c'est un choix collectif qu'on a fait. Et donner la priorité au personnel soignant, comme ça se fait en Italie ou en Allemagne, par exemple. Par rapport aux personnes âgées. Eh ben, écoutez, c'est un débat éthique pas facile à trancher, parce que chacun dans sa famille, soit un personnel soignant. Pas trop ouvrir en France. Mais de même que le prix. Vous savez, le débat qui avait été lancé, qui a pas fait florès, sur le prix d'une vie. Oui, le prix d'une vie. C'est très compliqué, parce que ça vous renvoie non pas ça vous renvoie à vos convictions personnelles, à votre attitude face à la mort. Donc, je ne sais pas si ce débat est le bon. En tout cas, il y a une stratégie qui a été choisie. Nous, on est derrière cette stratégie. C'est surtout une question de vitesse maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises sont prêtes à vacciner leurs salariés ? Alors, elles seraient prêtes quand il y aura assez de vaccins. Je crois que là, pour le moment, le problème, c'est le nombre de doses. Vous demandez à pouvoir le faire. On fait la grippe, on vaccine contre la grippe chaque année. Dans les grandes entreprises, il y a, je le cite parce que
je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, AXA France vaccine 25% de ses collaborateurs, volontaires bien sûr, chaque année. Donc on sait faire à partir du moment où c'est un vaccin comme AstraZeneca, c'est-à-dire qu'il ne faut pas conserver à moins 80, mais il faudrait qu'il y en ait assez de doses de vaccin. Donc c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être à la rentrée. Certificat de vaccination pour voyager, pour entrer dans un restaurant, je ne sais pas moi, dans un cinéma, pour aller au stade, pour... Oui, non? Est-ce que le débat aujourd'hui ne peut pas être posé, mais il le sera. Il le sera quand on aura assez de vaccins. Moi, je suis favorable au carnet vaccinal. Comme ça existe, aujourd'hui, vous allez en Guyane, il faut avoir le carnet vaccinal de la fièvre jaune. On peut imaginer, quand il y aura assez de vaccins, bien sûr, qu'on demande pour aller à un tel événement sportif, tel concert, tel salon professionnel, ce carnet vaccinal. Par contre, je ne pense pas qu'il faille tomber jusqu'à demander pour aller au restaurant ou au café. Il faut que on garde raison. Mais c'est la manière de se protéger, de protéger les autres, surtout de faire continuer ces événements-là. Est-il vrai, je change de sujet, et je voudrais vous parler des retraites et des pré-retraites. Est-il vrai qu'avec la crise, les entreprises, de nombreuses entreprises, multiplient les départs en pré-retraite? Non, alors il y a des entreprises, des grandes entreprises qui le font, qui ont, dans des plans de départ volontaires, proposé des pré-retraites. Bon, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je ne suis pas très favorable à ça. Oui, parce qu'on ne maintient pas les seniors dans l'emploi, alors que c'était l'un des objectifs de la réforme des retraites, notamment, Geoffroy. Non, mais bien sûr. Donc moi, je ne suis pas très favorable. Il peut y avoir, par exception, un petit volet dans un plan, mais globalement, vous savez, un pays, la richesse d'un pays, alors c'est évidemment un problème aujourd'hui, mais c'est quand même le nombre de gens qui travaillent multiplié par la productivité. Et si on arrive à faire travailler les gens plus tard, on crée plus de richesse. Donc je suis pas favorable à un retour en masse des pré-retraites. C'est pas une bonne solution pour sortir, surtout rembourser la dette, comme on l'a évoqué un peu plus tôt. Quand on évoque le report de l'âge de départ à la retraite, surtout quand on a. Mais vous savez que le débat pour le moment est, j'allais dire, mis sous le. D'ailleurs, est-ce que la réforme de retraite, selon vous, sera engagée avant la présidentielle de 2022, franchement? C'est la décision du président de la République. Moi, si je dois me permettre un conseil, je pense que cette réforme qui était déjà très anxiogène pour tout le monde avant la pandémie, il ne faut pas, tant qu'on ne sera pas sorti, vraiment complètement sorti de cette crise, il ne faut pas la remettre. Pas avant 2022. Quoi. Non, je pense que ça sera du coup un débat de la présidentielle et qu'on posera les termes de l'équation, enfin que les candidats devront poser les termes de l'équation aux Français. Et s'engager. Et s'engager et dire la vérité. Et dire la vérité. La réforme de l'assurance chômage, vous allez être consulté par le gouvernement. Je vois Madame Borne tout à l'heure. Donc, tout à l'heure. J'ai une petite idée de ce qu'elle va me dire, mais je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Je crois que le gouvernement souhaite maintenir cette réforme, mais l'adapter aux circonstances économiques du moment. C'est-à-dire, bon, les détails ont été donnés un peu plus tôt sur votre chaîne, mais notamment la durée d'affiliation qui redeviendrait 4 mois pour les jeunes. Ce qu'on appelle la réforme du salaire journalier de référence. C'est un peu technique, mais... C'est-à-dire 4 mois de travail dans les 24 derniers mois pour toucher une allocation chômage. Voilà, pour être affilié. Ce serait maintenu pour les jeunes. Exactement. Et 6 mois pour les moins jeunes. 6 mois au-delà pour les autres. Pour les autres. Au-delà de 30 ans. Ça fait partie des discussions. Et oui. Mais si vous voulez, le principe, au fond, c'est que nous, on pense que cette réforme... Le système d'assurance français, il est très généreux, mais il a des défauts, et notamment, dans certains cas, pas partout, il pousse à alterner des périodes de travail et des périodes de chômage. Donc, cette réforme, elle est nécessaire. Encore aujourd'hui, malgré la hausse du chômage, vous avez des endroits, des géographies, des métiers où on n'arrive pas à recruter. Oui. Donc, elle est nécessaire, mais il est aussi nécessaire de prendre en compte, dans toutes les mesures qui étaient prévues, la réalité économique. C'est vrai aussi, je le signale, pour le fameux bonus-malus. Alors, est-il toujours nécessaire de taxer le recours abusif au contrat court? Alors, abusif, c'est un qualificatif. Abusif. Non, la manière dont il y a des entreprises, non, qui oui, mais si vous voulez, la manière dont le recours abusivement. Il y a toujours des entreprises qui font des abus, comme il y a toujours des salariés qui font des abus. Vous savez, avec ça, on ne fait pas une règle générale. Oui. Mais le système tel qu'il a été imaginé, il était focalisé sur 7 secteurs. Oui. Dans ces 7 secteurs, il y a la restauration, qui souffre énormément. Est-ce que c'est le moment d'ajouter une taxe supplémentaire sur la restauration? Vous demandez le report, si j'ai bien compris, le report de ce volet de la réforme à l'après-crise. En tout cas... C'est ce que vous demandez? On demande à ce que cette réforme prenne en compte ce qui se passe dans un certain nombre de secteurs. Et notamment, vous savez, il y a une année de référence qui est prévue, qui était 2020. Le ministre a dit on ne peut pas prendre 2020, on va prendre 2021.
J'ai envie de lui dire, est-ce que vous êtes bien sûr que 2021, c'est une année de référence? Vu ce qui se passe, vu ce qu'on a évoqué en début d'émission. Que l'année de référence soit 2022. Que, par exemple, l'année d'avant soit 2022, ce qui, effectivement, mettrait la réforme en place en 2023. En 2023, là encore, après la présidentielle. Écoutez, ça devient notre horizon. Ça devient notre horizon, la présidentielle. Ça devient votre horizon. Merci, Geoffroy Roux de Bézieux. 8h54, RMC et BFM TV. Merci.